Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce lundi, le procès du chauffard de 22 ans qui a tué un enfant et en a blessé grièvement un autre à Lorient en 2019. Il conduisait sans permis, sans assurance. Il avait ensuite pris la fuite pendant 9 jours. Les proches des victimes et nos reporters étaient dans la salle d'audience. Les autorités en font-elles assez à Dunkerque, l'une des villes de France les plus touchées par le variant anglais du Covid. Les écoles restent ouvertes malgré la demande expresse du maire de la commune. Les militaires français doivent-ils continuer à combattre les djihadistes au Sahel? Un sommet entre la France et 5 pays de la région a eu lieu aujourd'hui. Vous verrez quels en sont les enjeux concrets. Dans ce journal également, notre enquête sur le trafic mondial des civelles. Ces alevins d'anguilles utilisés dans la cuisine japonaise et chinoise sont pêchés parfois illégalement par des braconniers en Aquitaine, puis revendus à prix d'or, 5 000 € le kilo. Enfin, nous étancherons nos envies d'évasion en partant dans les Dolomites, sur ce versant italien des Alpes aux paysages magnifiques. On parle encore le ladin, l'une des langues les plus rares en Europe. C'est un drame qui avait fait la une de l'actualité en juin 2019. À Lorient, un chauffard avait fauché mortellement un enfant de 9 ans et blessé grièvement un autre enfant de 7 ans avant de prendre la fuite. Le procès du conducteur s'est donc ouvert aujourd'hui en présence de la famille des victimes. Reportage Georges Brognier, Manon Meunier et Sébastien Guerche. C'est une famille soudée, mais inconsolable. Devant le tribunal de Lorient cet après-midi, les parents de Bouniamine, mort à seulement 9 ans, et de Samet, 7 ans, gravement blessé, sont venus pour leur rendre hommage et réclamer justice contre le chauffard à l'origine de leur malheur. Oui, c'est une douleur, ouais. Et ça fait mal, quoi. Il tuait quelqu'un et l'autre il est resté handicapé et lui il est liberté, quoi. J'espère qu'il va toute sa vie rester en prison, nous aussi un peu baisser la douleur. On a mal à la cœur. Il ne se rend pas tuer une personne, il faut tuer toutes les familles en fait. Tuer toutes les familles. Pour la première fois aujourd'hui, les familles des deux cousins se sont retrouvées à quelques mètres seulement du prévenu. Kylian, un petit délinquant de 22 ans, désormais libéré de prison, et de son ancienne petite amie qui l'accompagnait le jour du drame. Ce 9 juin 2019, le voyou sans permis de conduire prend la fuite alors qu'il est contrôlé par des gendarmes. Il roule pied au plancher avant de violemment percuter un autre véhicule. Bouniamine et Samet, qui jouent juste à côté, sont fauchés. Une scène d'horreur, devenue une cicatrice pour les habitants du quartier. Tout le monde s'en souvient, les gens ont été frappés quand même. Tous les gens ont mal vécu cette période-là. C'est terrible, ça. À la barre tout à l'heure, le chauffard a raconté que sa voiture était devenue folle, qu'il n'a pas compris avoir percuté les deux enfants. Face aux pleurs des familles, il n'a pas exprimé de regret. Ce qu'ils ont fait est inadmissible, en toute conscience. Certes, on va parler d'un accident involontaire, d'un homicide et blessures involontaires, mais à l'origine de tout cela, il y a un fait, c'est que ni l'un ni l'autre n'aurait dû se retrouver dans le véhicule, parce que l'un n'avait pas le permis de conduire, et l'autre savait pertinemment qu'elle n'avait pas sa place également. La liberté du conducteur et de sa passagère pourrait vite être remise en cause. Il risque désormais 10 et 7 ans de prison. On estime qu'aujourd'hui en France, au moins 770 000 conducteurs roulent sans permis, un chiffre en constante augmentation. Que risque-t-il? La loi est-elle suffisamment dissuasive? Quelles sont les sanctions prévues? Henri Dreyfus et David Salmon. Le nombre de conducteurs sans permis augmente chaque année. Selon les derniers chiffres officiels de 2019, 770 000 conducteurs circulaient sans permis valide. Ces chiffres ne sont qu'une estimation, mais une certitude. Si ces chauffards sans permis ne représentent que 2% des automobilistes, ils sont surreprésentés dans les accidents de la route. Ils sont impliqués dans 5% des accidents mortels et dans 4% des accidents corporels. 2 tiers de ces contrevenants n'auraient même jamais passé l'examen, faute parfois de moyens financiers. Mais est-il possible d'acheter un véhicule sans être titulaire du permis de conduire? On peut effectivement acheter un véhicule, mais on ne pourrait pas l'immatriculer parce qu'on n'est pas détenteur du permis de conduire. Ou alors, on serait co-titulaire de la carte grise, mais une personne qui n'a pas le permis de conduire ne peut plus aujourd'hui immatriculer seule son véhicule. Il y a 2 ans, on comptait 3239 morts sur nos routes, dont 260 décès lors d'accidents impliquant un conducteur sans permis, soit 8% des personnes tuées. Les peines encourues pour défaut de permis sont lourdes. Vous écoperez d'une amende forfaitaire de 800 € lors de la première infraction. Au-delà, vous risquez jusqu'à 1 an de prison
et 15 000 € d'amende. Beaucoup plus grave, en cas d'homicide involontaire, le défaut de permis est une circonstance aggravante qui peut entraîner jusqu'à 7 ans de prison. L'actualité de ce lundi nous amène ce soir à Dunkerque. La ville est l'une de celles où le virus circule le plus activement en France. 515 cas pour 100 000 habitants, c'est 2 fois plus que la moyenne nationale. La préfecture a néanmoins décidé de maintenir ouverts les écoles, les collèges et les lycées. Une mesure qui, vous allez le voir, ne fait pas l'unanimité. Reportage François Ouasson et Thierry Chartier. Première sortie, 16h30 pour la moitié des classes de cette école primaire. Une demi-heure plus tard, seconde sortie pour l'autre moitié. Des horaires étalés le matin et le soir dans toutes les écoles du Dunkerquois. Objectif, limiter les attroupements. Une nouvelle mesure qui divise les parents d'élèves. Il y a un peu moins de monde, mais c'est vrai que c'est compliqué après pour nous. J'attends 30 minutes le matin et 30 minutes le soir, vu que j'ai 3 enfants, dont 2 entrées différentes. Donc pour ma part, rien, à part que on va attendre dans le froid. À une semaine des vacances scolaires, certains ici auraient préféré une option beaucoup plus radicale. Fermer les écoles. Pourquoi ? Par rapport à tous les cas de Covid par ici, ça aurait été la bonne solution. Déjà 19 classes fermées à Dunkerque, 6 dans la ville de Gravelines, un peu plus loin. Ici aussi, près de 70% des tests PCR positifs concernent le variant anglais. Dans le centre de dépistage fraîchement ouvert, beaucoup de parents d'élèves. Parce qu'il y a eu 2 cas variants dans sa classe, elle a été fermée, puis là, elle est bien malade. C'est pour ça que je suis venue la faire tester. Alors pourquoi ne pas avoir fermé les écoles ? Le sous-préfet de Dunkerque se justifie. Il n'y a aucun cluster actuellement dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. On a des cas qui amènent à fermeture de classe, voire parfois d'établissements. En revanche, ce qui est très très important, c'est de maintenir le contact avec les élèves. L'État préfère mettre l'accent sur le port du masque et allonge la liste des lieux publics où il est désormais obligatoire, comme la digue de Dunkerque. Là, vous êtes sur la digue, vous êtes dans un espace ouvert. Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive? Vous croyez qu'il y a surnombre? Une mesure inefficace selon le président de l'agglomération dunkerquoise. Lui avait demandé la fermeture anticipée des collèges et des lycées. Le port du masque partout dans l'agglomération, mais c'est déjà respecté. On a tout de suite identifié où étaient les principaux regroupements dans l'agglomération, les écoles, les lycées, les collèges. Dans les prochains jours, une vaste campagne de dépistage va être organisée. L'État s'est engagé à accélérer la vaccination dans le Dunkerquois. À Dunkerque, comme dans de très nombreuses autres villes de toute taille, le port du masque n'est ou n'était pas obligatoire partout dans l'espace public. En pleine pandémie, malgré l'apparition des variants et l'instauration du couvre-feu, comment l'expliquer ? Qui prend la décision d'imposer le masque et selon quels critères ? Julien Roux, Vincent Capu et Christine Guérard. Sortir masqué ou non masqué ? À Antibes, tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Masque obligatoire en centre-ville, mais pas en bord de mer ou dans les parcs. C'est pas comme si on était collés serrés avec plein de monde, ça permet de respirer un peu. Non, je les mets partout tout le temps, parce qu'on sait jamais. Je suis une personne âgée, vous savez. Certains n'ont pas réussi à trancher, d'autres préfèrent slalomer. Si je croise quelqu'un, je m'écarte, je prends mes précautions, je suis responsable. Compter sur la responsabilité individuelle. C'est ce qui a motivé le maire d'Antibes à ne pas rendre le masque obligatoire partout. Pour que les mesures soient bien comprises, il faut qu'elles soient cohérentes. Et nous pensons qu'effectivement, c'est à l'endroit où il y a beaucoup de monde que les gens doivent être masqués et que lorsqu'ils sont dans des situations où ils sont pratiquement isolés, il n'y a aucune raison de les obliger à porter le masque. En France, le masque est obligatoire depuis le 20 juillet, dans tous les lieux fermés accueillant du public, mais aussi depuis le 2 novembre pour tous les élèves dès l'âge de 6 ans, et dans les transports en commun depuis le 11 mai dernier. Mais dans la rue, la mesure s'applique essentiellement dans les grandes villes, mais pas partout. La décision revient au préfet, en concertation avec les élus locaux. À Antibes, nous sommes pourtant dans le département de France métropolitaine qui compte le plus de cas positifs. Et les variants ne cessent de gagner du terrain. Plus de la moitié des positifs sont des variants et on s'attend à ce que dans quelques semaines, le variant anglais notamment ait complètement pris le dessus. Face à la montée en puissance des variants, faut-il rendre le port du masque obligatoire en extérieur ?
On ne peut pas pour l'instant affirmer que le risque d'acquérir un variant dans la rue est plus important que dans un autre endroit. Simplement, on a vu qu'en milieu fermé, le risque est plus important. Et en milieu ouvert, dans la rue? Alors, en milieu ouvert, on n'a jamais fait la démonstration que le risque soit plus élevé. En fait, il n'y a aucune preuve que ce masque soit utile. Il n'y a pas de démonstration de son utilité. Pour ce spécialiste, rendre le masque obligatoire partout en extérieur s'apparente à une mesure de précaution pour inciter à mieux porter le masque et éviter de trop le manipuler. Les derniers chiffres concernant l'épidémie ont été rendus publics. Comme chaque soir, 26 418 personnes atteintes du Covid sont actuellement hospitalisées. 3 371 sont en réanimation. Un département en particulier suscite des inquiétudes. La Moselle, très touchée par les variants du Covid, va recevoir une dotation supplémentaire de vaccins, 30 000 doses qui seront notamment destinées aux professionnels de santé, médecins, infirmières, pour qu'eux-mêmes ne tombent pas malades et puissent rester en première ligne. Reportage à Metz, Vincent Ditch et Vincent Rucli. Ce centre de vaccination installé dans une clinique privée de Metz fonctionne désormais 7 jours sur 7, avec des horaires élargis pour qu'un maximum de patients puissent profiter des doses de vaccins supplémentaires annoncées pour la Moselle. C'est fini? Oui, c'est fini. Vous avez rien senti? En une journée, j'ai regardé 10 fois ou 20 fois sur le truc, et puis tout d'un coup, à 5 h du soir, j'ai regardé, il y avait une place, alors je l'ai pris. Merci, bonne journée. Bon, moi, je suis content de pouvoir le faire, mais il y en a qui attendent. Hein. Les Mosellans de plus de 75 ans seront les premiers à profiter de ces 30 000 doses supplémentaires, mais également le personnel soignant, sans limite d'âge. Un soulagement pour Nathalie, infirmière libérale. Certains patients sont beaucoup plus rassurés quand ils savent que leur soignant est aussi vacciné. Donc ça serait vraiment un plus, on serait beaucoup plus serein dans notre profession. Un soulagement également 2 étages plus bas, où un deuxième service d'hospitalisation Covid a dû être réactivé. Sans vaccin supplémentaire, le service était menacé par l'impact des variants. Jusqu'à présent, un soignant qui était contaminé ou porteur pouvait venir travailler, alors qu'avec la pression de ce variant, eh bien, les soignants sont mis sur la touche pour une durée donc, de 10 jours. Vous imaginez que ça devient un petit peu difficile et tendu dans nos services. Mais 30 000 doses supplémentaires, cela ne concerne que 3% de la population de la Moselle. Les tests massifs vont donc se poursuivre, et pour mieux encore cibler la présence du virus, les marins-pompiers de Marseille sont venus aujourd'hui prélever des eaux usées en station d'épuration ou comme ici, dans un EHPAD. L'analyse de ces eaux permet une prédiction en fait, de l'évolution de l'épidémie à peu près 6 jours. Pour une action plus efficace, 2 centres de vaccination supplémentaires devraient aussi ouvrir en Moselle dans les prochains jours. Ils sont parmi les premières victimes de cette crise sanitaire. Les 3 millions d'étudiants privés de jobs d'appoint, cloîtrés dans leurs chambres. Pour les soutenir, leur redonner le moral, des particuliers, des supermarchés, des entreprises, entre autres, leur viennent en aide. Regardez ce reportage de Fabien Chadeau, Nicolas S. et Thierry Hackett. Malgré le soleil, leur moral n'est pas au beau fixe en ce moment. Pour soutenir ces étudiants, ce restaurant a décidé de leur donner un petit coup de pouce. Ça, c'est avec des petits lardons. Hein. Merci beaucoup. Voilà. 200 flammes-tuches gratuites sur présentation de la carte d'étudiant. Ça nous aide énormément, même si c'est une fois de temps en temps. C'est toujours ça en plus, c'est toujours ça en moins à acheter. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus de job étudiant. Donc c'est vrai qu'une flamme gratuite, ça fait plaisir. Une petite attention qui casse la morosité actuelle. On manque d'interaction sociale. Donc pouvoir rencontrer des gens, sortir, même ça, juste ça, ça fait plaisir. Le restaurateur en avait lui aussi assez de ne plus voir personne dans son établissement. Depuis le mois de janvier, c'est la 3e distribution qu'il organise. Ils ont besoin de savoir qu'on pense à eux, ils ont besoin de savoir qu'on est proche d'eux, que ce soit moi ou les autres commerçants et tout. Pour Delphine et Christian, étudiants à Angers, c'est un séjour gratuit dans ce gîte en Anjou. Le propriétaire les a invités car en ce moment, il n'a personne. J'ai des chambres, je chauffe, que tout le monde en profite. C'est important de leur dire on est là, on vous soutient, enfin on est présent. Quoi. Une parenthèse pendant laquelle ils sont enfin chouchoutés. Là de voir qu'en fait on n'est pas oublié, on n'est pas considéré comme en gros la menace due au contexte sanitaire, c'est très agréable. Suite du programme, visite d'une exploitation viticole, les vignes et bien sûr la dégustation. Solidarité avec les étudiants, la grande distribution s'y met aussi.
Cette enseigne, par exemple, propose une réduction de 10% sur ses produits maison. Ça peut paraître très peu, mais pour moi c'est très bien, ça fait quelques économies et ça peut être ce qui donne un coup de boost au moral. Voilà. Certaines grandes surfaces proposent des paniers repas à moins de 2 €, d'autres des bons d'achat de 10 € pour 20 € dépensés. Ils auront été ouverts 6 jours. Le maire Rassemblement national de Perpignan, Louis Alliot, avait autorisé, on s'en souvient, le 9 février, 4 musées de sa ville à rouvrir en dépit des mesures sanitaires imposées par le gouvernement. Le tribunal administratif de Montpellier a suspendu cette décision aujourd'hui. Les musées vont donc à nouveau fermer. C'est une guerre lointaine menée par des militaires français depuis 8 ans. Au Sahel, ils combattent les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique sur un territoire grand comme l'Europe. L'avenir de cette opération Barkhane se joue peut-être en ce moment entre Emmanuel Macron et 5 chefs d'État de la région. Cette guerre peut-elle être gagnée? Faut-il passer le relais, se renforcer ou au contraire se retirer? Esther Lefebvre et Antoine Janon. C'est l'une des opérations les plus longues et coûteuses de l'armée française. Près d'1 milliard d'euros dépensés chaque année dans ce conflit, au cœur du Sahel. Les moyens sont considérables. 5100 femmes et hommes déployés essentiellement au Mali, au Niger et au Tchad, avec le soutien d'avions et d'hélicoptères anglais, espagnols et allemands notamment. Après 8 ans de guerre, quel est aujourd'hui l'état de la menace? C'est un équilibre précaire. Si l'EIGS, la branche locale de Daesh, est considérablement affaiblie, en revanche son grand rival, affilié à Al-Qaïda, est aujourd'hui la principale menace. Sur ces images, diffusées par les services secrets français, on distingue ses dirigeants, dont le chef Touareg, Yad Aghali, ennemi numéro 1 de la France au Mali. De l'avis de tous les experts militaires, il est encore trop tôt pour partir. Si on part du Mali, on réduira la pression qu'on exerce sur les forces ennemies. Donc celles-ci se renforceront face à des armées locales qui restent encore très fragiles. Et donc les conséquences peuvent être dramatiques. Quel bilan depuis le début de l'opération Barkhane? 57 soldats français sont morts au combat. Combien dans le camp adverse? Plus de 1200 terroristes neutralisés rien que l'an dernier, d'après un rapport parlementaire. Avec des succès militaires indéniables, c'est ce qu'a rappelé le général François Lecointre, le plus haut gradé de l'armée française, en visite au Mali en décembre. Aujourd'hui, on a complètement renversé la vapeur, avec des forces armées maliennes qui reviennent sur le terrain, qui ramènent de la sécurité. Des forces locales renforcées, mais encore loin d'être autonomes. C'est le but de la nouvelle opération Takuba, introduire des forces spéciales européennes dans leur rang pour les entraîner et les emmener au combat. Les faits se sont produits samedi après-midi à Poissy, dans les Yvelines, et ils suscitent depuis beaucoup de réactions. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra d'ailleurs dans quelques minutes sur place. Des policiers sont tombés dans un guet-apens et ont été menacés de mort par une trentaine d'individus. David Desarrojo, Frédéric Mignard et Pascal Delaporte sont retournés sur les lieux. Le calme est revenu dans le quartier Beauregard de Poissy. Dans cette rue, samedi soir dernier, une patrouille de police a été violemment prise à partie par une trentaine de jeunes. La scène est filmée par les agresseurs. Tuez-les ! Tuez-les ! Les forces de l'ordre essuient des jets de pierre et même des tirs de mortier d'artifice. Les assaillants parviennent à prendre la fuite avant l'arrivée des renforts. Il n'y a eu ni blessés, ni interpellation. Ce matin, les habitants que nous avons rencontrés redoutaient que les actes d'une minorité ne ternissent l'image de leur quartier. J'ai envie de dire, c'est un peu comme dans tous les quartiers. Il y a toujours ce genre de choses. C'est plus une minorité, ça ne résume pas la ville de Poissy. Ça, c'est des bandes qui viennent, je ne sais pas où, en fait. Ils ne sont pas spécialement de Beauregard, hein, je pense. Poissy n'est pas considéré comme une zone sensible par les policiers. Mais de leur propre aveu, ce genre d'agression, de guet-apens, sont devenus presque banales dans certaines communes de région parisienne. Sur les 3 dernières semaines, c'est le 10e fait, à peu près de même nature. Donc des mortiers, on attaque les fonctionnaires de police de manière assez violente. C'est de plus en plus fréquent. Il n'y a plus de raison, simplement, de la présence des policiers dans un quartier qui gêne les habitants ou les jeunes. C'est d'ailleurs un syndicat de commissaires de police qui a relayé la vidéo sur Twitter, en interpellant la défenseure des droits, qui envisage de supprimer les contrôles d'identité dans certaines zones jugées sensibles. Déjà des individus qui jouissent d'une impunité assez forte. Et malheureusement, demain, si on ouvre la voie
à ce qu'on ne puisse plus appliquer la loi de la même manière partout, des individus se sentiront encore plus dans cette puissance d'impunité. Inquiétude partagée par le maire de Poissy. Aujourd'hui, c'est les policiers. Il y a quelques mois, c'était les pompiers. Donc on voit bien que c'est quelque part, c'est presque la République qui est touchée là. Et moi, je ne lâcherai rien. Je me battrai autant que faire se peut. Mais il nous faut de l'accompagnement avec l'État, il nous faut de l'accompagnement avec les bailleurs et les associations de quartier. Les images de vidéosurveillance sont en cours d'analyse pour retrouver les auteurs. Une enquête a été ouverte par le parquet de Versailles. Sachez également qu'un gendarme a été grièvement blessé ce matin près de Saint-Nazaire. Il tentait d'interpeller un homme à son domicile lorsque celui-ci a ouvert le feu à travers la porte. Un deuxième gendarme a lui aussi été blessé. C'est l'un des animaux qui parcourt la plus grande distance au cours de sa vie mouvementée. La civelle, qui est l'alevin de l'anguille, traverse l'océan Atlantique jusqu'à nos côtes avant de remonter les cours d'eau. Et c'est à ce stade qu'elle peut être pêchée, de manière d'ailleurs très réglementée. Son prix est très élevé car la demande est forte, notamment au Japon et en Chine, ce qui explique le trafic international dont elle est l'objet. Regardez cette enquête passionnante de Christophe Abel et David Salmon. Cette assiette vaut de l'or. Elle n'est même pas à la carte de ce restaurant gastronomique. Son ingrédient principal, la civelle, est rarissime, trop cher. Ce chef la cuisine seulement une fois par an. En fait, le produit est déjà vendu avant d'être acheté. La civelle, c'est là le vin des anguilles. C'est une espèce protégée, appelée aussi pibale, dans le sud-ouest, vendue entre 400 et 500 € le kilo. À ce prix-là, on les a comptés au départ, on va les compter à l'arrivée. Avant d'arriver en cuisine, les civelles ont fait un long voyage. Pondues dans la mer des Sargasses au nord des Antilles, les larves, aidées par les courants marins, entament leur traversée de l'océan Atlantique et peuvent mettre jusqu'à 3 ans pour arriver sur les côtes françaises et terminent leur périple en remontant nos fleuves. C'est à ce moment que les civelles sont pêchées, de nuit uniquement. Ce poisson ne supporte pas la lumière du jour. Il faut faire en sorte de ne pas gêner les collègues. Et ils sont tous présents ce soir-là. Les 42 pêcheurs professionnels du fleuve de l'Adour profitent des conditions de marée favorables. Alors, combien il y en a, Jean-Claude 20 pivalas à la levée, à chaque. Très encadré, la pêche n'est autorisée que du 1er novembre au 31 mars et surtout limitée. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Cette année, nous avons droit à 2700 kg de civelle pour l'ensemble des pêcheurs de l'Adour. Ces 2700 kg sont répartis donc en 2 sous-catégories, on va dire consommation et repeuplement. 40% réservés à la consommation, le reste pour repeupler des cours d'eau et des bassins en France et en Europe. Et de qualité. Ces quotas baissent chaque année et font flamber les prix. Plus les quotas vont baisser, plus ça va ouvrir les portes du braconnage en fait. Bon, pour bien distinguer les professionnels des braconniers, la réglementation est très stricte. La pesée doit se faire au bateau. Ça dit 600 grammes. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. L'équivalent de 250 €. Alain Cazot doit tout inscrire sur un cahier et déclarer sa pêche par téléphone. On se doit de remplir un bon de transport. Comment font les braconniers pour contourner ces règles ? Pêchées en France illégalement, les civelles sont acheminées en Espagne et au Portugal pour brouiller les pistes. Dans ces pays, les trafiquants recrutent des passeurs. Puis, retour en France. Cachées dans des valises, les civelles transitent par l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour être expédiées en Asie, où la demande est extrêmement forte. Là, on va montrer un contrôle civelle, montrer un peu la typologie. Transportées par avion pour aller vite, dans ces conditions, la durée de vie des civelles est limitée. Ça va être transporté dans des sacs remplis d'eau et d'eau fraîche. C'est des bagages volumineux la plupart du temps. Voir s'il n'y a pas un liquide à l'intérieur. De toute façon, on le ressent au niveau des remous, voir si vous avez quelque chose de liquide. Et on va voir également si la valise n'est pas fraîche, parce que ça demande à être conservé un certain type de température pendant 24 heures. Sinon, après, les civelles sont mortes. C'est pas froid. Au moindre doute, les douaniers peuvent ouvrir le bagage. Alors, par exemple, celle-ci, on a un petit doute. On se demande s'il n'y a pas un bidon à l'intérieur, parce que ça réagit un peu comme un liquide. Fausse alerte cette fois-ci, mais les équipes de Roissy restent mobilisées sur le trafic de civelles. Octobre 2019, près de 90 kilos ont été saisis. En Chine ou au Japon, l'or blanc, comme on le nomme, peut se négocier jusqu'à 5 000 € le kilo. C'est un trafic qui est approprié par les organisations de fraude.
les organisations criminelles qui vont employer les mêmes moyens en fait, de transport que des organisations criminelles qui, par exemple, exportent ou importent de la cocaïne. Et comme pour la cocaïne, les trafiquants prennent tous les risques. 900 kilos de civelle cachés dans un camion saisi en 2019 par la douane de Pau. Pour enrayer ce trafic et protéger cette espèce, les sanctions pénales sont lourdes, avec des peines allant de 2 à 7 ans de prison et des amendes jusqu'à 750 000 €. Partons à présent aux États-Unis, frappés par une vague de froid venue de l'Arctique sans précédent depuis de nombreuses années. Elle touche particulièrement les États du Sud, notamment le Texas, où les températures sont descendues jusqu'à moins 18 degrés. À l'échelle du pays, cette alerte grand froid touche plus de 150 millions d'habitants. Sophie Chevalreau. Le Texas, métamorphosé. Le froid polaire qui touche tous les États-Unis est ici particulièrement surprenant. Moins 18 degrés par endroit, dans un état où la température moyenne est habituellement de 20 degrés. Les Texans n'en reviennent pas. Tu penses avoir tout vécu, jusqu'à ce que tu vois de la neige ici. Des chutes de neige sans précédent depuis plusieurs jours maintenant. Plus de 2,5 millions de foyers au Texas se retrouvent sans électricité. L'état d'urgence a été déclaré ici. Au moins 6 autres États en ont fait la demande, car des centaines de records de froid ont été enregistrés partout aux États-Unis. Comme dans l'Oklahoma, surpris par de telles conditions météorologiques. Des routes recouvertes de neige et des températures glaciales. À travers le pays, 3000 vols ont été annulés et la situation ne devrait pas s'arranger. Les températures doivent encore descendre très en dessous des normales de saison, au moins jusqu'à demain. En France, le gouvernement va imposer prochainement une nouvelle réglementation environnementale dans la construction des bâtiments neufs. Elle entrera en vigueur l'été prochain et imposerait aux constructeurs de limiter au maximum l'empreinte carbone des nouveaux édifices. Comment y parvenir et à quel prix? Illustration près de Montpellier, Aurélie RL et Lucas Garcia. Il va falloir s'adapter vite. À partir de juillet, fini le chauffage au gaz dans les maisons neuves. À la place, pompe à chaleur ou climatisation réversible et une isolation renforcée qui préoccupe les professionnels. Si les industriels n'ont pas le temps de trouver des solutions, on va se retrouver avec un doublage beaucoup plus épais et donc on va perdre en mètres carrés habitables. Mais c'est surtout le coût de cette nouvelle norme qui inquiète. Le prix d'une maison pourrait augmenter de 6 à 13%. La seule solution, c'est de nous laisser une bonne année de plus, que les industriels travaillent sur des solutions écologiques et économiques et justement qu'on arrive à réduire l'addition pour nos clients. Propriétaire avec son compagnon de la maison voisine depuis 1 an, Pascal reconnaît qu'une telle hausse des prix aurait pu modifier leur projet. Sur les matériaux, on aurait eu peut-être des prestations inférieures ou des mètres carrés en moins, avec un coût supérieur. Peut-être on ne l'aurait pas acheté. Autre objectif, d'ici 2030, maisons et petits immeubles devraient être réalisés essentiellement en bois. Mais ni la matière première, ni le nombre de personnes formées ne sont suffisants actuellement. Sur ce chantier, aucun maçon n'a cette compétence. Construire des maisons en bois, non, nous ne savons pas faire ça. C'est un métier différent encore, voilà. Il faudra juste se faire former à côté de quelqu'un, d'un professionnel qui fait ça. Maçons, architectes, électriciens, plombiers, des centaines de milliers de professionnels devront être formés à la construction bois. Il va y avoir un coût derrière, donc il va falloir que financièrement les entreprises soient accompagnées, à la fois au niveau de leurs investissements, mais également au niveau de la formation. Bon, peut-être que des enveloppes complémentaires vont être à mettre en place. De nouvelles contraintes qui s'ajoutent à un contexte difficile. Les chantiers de logements neufs ont chuté de 6,9% en 1 an. On parle de moins 125 000 logements produits cette année, dans un moment où il y a une tension sur l'offre foncière et à un moment où on a arrêté l'artificialisation des terres. Donc, si vous voulez, on vient rajouter une couche de contraintes de plus à la production. Les professionnels attendent les derniers arbitrages du gouvernement et espèrent plus de délais et d'étapes dans la mise en place de cette nouvelle réglementation. Voici un secteur qui n'a pas souffert de la crise sanitaire, bien au contraire. Les Français n'ont jamais autant fréquenté leur boulangerie. Ils se sont aussi rués sur les rayons des supermarchés qui vendent de la farine. Face à la demande et à l'exigence des consommateurs, des moulins traditionnels ont même dû être remis en route. Justine Corbillon, Fabienne Moncel et David Pires ont mis la main à la pâte. C'est le grand format de ce 20h. C'est un produit qui, au printemps dernier, a rendu fou tous les distributeurs. Tous les matins, je passais dans le rayon et j'ai appelé mon équipe pour dire « Bon, c'est vide, il faut absolument remplir ».
Partout en France, les meuniers ont augmenté la cadence. Les équipes travaillaient la nuit pour satisfaire l'appétit croissant des Français pour la farine et le fait maison. Pour les gâteaux, là en fait il faut faire des cookies. Un engouement qui a donné des idées à certains, faire tourner à nouveau des rouages très anciens du patrimoine français. Là en fait on est sous le moulin. D'autres manières de faire pour développer une meilleure qualité. On se nourrit 3 fois par jour, c'est peut-être important de se poser la question qu'est-ce qu'on mange? Alors la farine on la stocke ici avec le sucre. Vous vous dites qu'il n'y a pas grand-chose en réserve, c'est normal. Pour un produit comme la farine, cet hypermarché toulousain met tous les jours le plus de paquets possible en magasin. C'est le rayon le plus emprunté par les clients. On est vraiment sur une progression continue. On a eu un boom des ventes sur le début du confinement, donc le 1er au mois de mars. Et au fur et à mesure des mois qui ont suivi, on a vu une évolution constante sur l'univers farine. La preuve, au mois de janvier dernier, les ventes ont encore augmenté, plus 15%. Alors pour se mettre à l'abri de toute pénurie, et aussi parce que les Français aiment de plus en plus consommer local, le rayon boulangerie de l'enseigne a fait évoluer son circuit d'approvisionnement. C'est des blés en fait qui sont 100% français, moulus donc à Saverdun en Ariège, donc c'est proche de Toulouse. Moi ça fait 20 ans que je suis dans le magasin, voilà, donc c'est nouveau. Nouveau, ou plutôt vieux comme le monde. Le circuit court est le grand gagnant de cette crise sanitaire. À 79 ans, Elie Koustati travaille comme s'il en avait encore 20. Il faut dire que l'an dernier, il a réalisé son rêve, remettre en marche ce moulin du XIVe siècle. Je vous assure que la première fois que la farine a coulé, là, vous pouvez imaginer le plaisir que j'ai eu. Là, c'était extraordinaire. Parce que même tout le temps où je restaurais, j'étais pas vraiment sûr que ça puisse fonctionner. Voilà. Cet ouvrage hydraulique a plus de 700 ans. Ici, les roues sont sous terre. Il a fallu plus de 20 ans à Elie pour les restaurer. Au départ par passion des moulins de Dordogne, patrimoine de la région. Sauf qu'en mars 2020... Jusque-là, je faisais 20 kilos de farine par semaine. C'était vraiment le maximum. Et d'un coup, on a reçu une commande de 600 kilos. Aujourd'hui, vous êtes en capacité de fournir combien ? 5 ou 600 kilos de farine par semaine. On pourrait même arriver un petit peu plus, mais après, il faut quand même dormir aussi. Depuis, son moulin va très vite et sa farine marche fort, car elle est un peu unique. Les fabrications industrielles avec des cylindres, on a un échauffement du produit, donc la farine peut monter à 50-60 degrés, et donc on va commencer à perdre des vitamines. L'avantage qu'on va avoir à écraser le blé avec des meules comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'échauffement dans la préparation. Donc on ne perd pas les vitamines, les minéraux. On ne peut pas faire plus nutritif, écologique, car tout cela ne fonctionne qu'à la force de l'eau, et local. Les blés viennent d'exploitations voisines, et la famille Koustati vend sa farine chez les épiciers du coin. Elle a même détrôné le magret. C'est devenu la meilleure vente de l'entreprise. C'était étonnant. Mais ce succès a-t-il été le même pour tous les meuniers? Vous allez voir que lorsqu'il s'agit de produire à grande échelle, ce n'est plus vraiment la même histoire. Le 3e plus gros meunier français nous a ouvert ses portes. Et de toute évidence, ce n'est pas la matière première qui manque. La France est le premier producteur de blé de l'Union européenne. Donc ici, sur le site, on stocke 8000 tonnes de blé. Mais les géants de la farine produisent surtout pour les industriels et les boulangers. Le sachet de 1 kg ne représente que 5% de leur activité. Ils n'arrivent pas à être compétitifs sur ce marché. Le conditionnement de ces petits sachets coûte cher et fait grimper les prix. Les Français ont l'habitude d'acheter des farines avec un prix connu. Et si vous vous écartez de ce prix moyen, en grande surface, vous allez perdre finalement les clients. Sauf si vous assumez un positionnement haut de gamme et plus responsable. C'est là-dessus que mise la filière blé en France. Elle vient de lancer ce QR code pour que les acheteurs puissent savoir comment est fabriquée leur farine. Les agriculteurs sont mieux rémunérés. Le consommateur paye plus cher, mais au moins, il sait pourquoi. Avant de réserver un hôtel en cette période de vacances, vous vérifiez bien sûr son niveau de confort, son nombre d'étoiles. La classification, vous le savez, est très rigoureuse. Elle est délivrée par les services de l'État. Mais parallèlement, le géant américain Google a mis en place son propre système de notation, lui aussi avec des étoiles. Il vient d'être condamné à payer une amende d'1 million d'euros pour pratiques commerciales trompeuses. Didier Pireschi et Lionel Audibert nous aident à y voir plus clair.
C'est une mention souvent bien visible sur la façade ou sur une plaque à l'entrée de l'hôtel. Le nombre d'étoiles est-il un facteur déterminant quand vous réservez ? C'est important pour le choix qu'on fait par rapport à la qualité de l'hôtel, qualité du service. Plus le séjour est long, évidemment, on a envie d'un peu plus de confort. Plus il y a d'étoiles, plus l'hôtel est luxueux. C'est exact, si le nombre d'étoiles est attribué par Atout France, seul organisme habilité par l'État. Mais les sites de réservation en ligne affichent eux aussi leurs notes. Le plus souvent donné par des clients, ce qui est autorisé. Là où Google a commis une faute, c'est en créant son propre barème d'étoiles, sans préciser qu'il était différent du classement officiel, aberrant pour le syndicat de l'hôtellerie. Cet exemple, il y a une dizaine d'années, d'un hôtel qui s'appelait le Palace à Paris, qui était un hôtel classé 1 étoile, donc même pas avec un sanitaire par chambre, et qui avait 5 étoiles sur Google. La répression des fraudes a été alertée il y a 2 ans et a constaté beaucoup d'erreurs. Nous avons analysé plus de 7500 classements d'établissements dans Google et nous avons constaté que dans environ 30% des cas, il y avait une anomalie sur le nombre d'étoiles qui était signalé par Google. Le système a perduré plusieurs années. Google plaide l'erreur de bonne foi. Le syndicat hôtelier y voit une manœuvre financière. Ils passent leur temps à passer entre les mailles du filet en se disant, de toute façon, l'amende coûtera moins cher que le profit. Mais de quel profit s'agit-il ? Plus de trafic sur leur site, plus de réservations qui passent par Google. Le géant américain a été sanctionné pour classement trompeur et vient de payer une amende d'1 100 000 € au Trésor public, une somme négociée avec la répression des fraudes. Nous avons transigé avec la DGCCRF et avons fait les modifications nécessaires pour ne refléter que le classement officiel français des hôtels. Il apparaît désormais systématiquement sur le site à chacune de vos réservations. Il est temps à présent d'assouvir nos envies d'évasion. Je vous emmène ce soir dans les Alpes italiennes, les splendides Dolomites. Dans cette région, on parle encore non pas le latin, mais le ladin. On peut aussi y admirer d'extraordinaires paysages classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec l'impression d'être seul au monde. Nastasia Haftman et Lorenza Pensa ont chaussé leurs raquettes. Une forêt de sapins sombres protège son paradis blanc. Nous sommes tout au nord de l'Italie, dans l'une des plus belles vallées des Dolomites, l'Alta Badia. Ici vivent 15 000 privilégiés, dont Maria, c'est notre guide. Championne de ski de fond et ancienne coureuse cycliste, elle connaît par cœur ses 130 km de piste. Cette année, on a tellement de neige. Regarde, on dirait un tapis. C'est comme de la crème chantilly qu'on aurait étalée. Ça donne envie d'en prendre comme ça. Dès que le soleil baigne la vallée, la septuagénaire en profite. Impossible de se lasser de sa terre natale. Quand tu marches, tu entends. Il y a cette musique qui m'accompagne. Écraser la neige, le son des bâtons. Pour moi, c'est une musique. Il n'y a personne, et ce silence. Là, on se dirige vers Santa Croce. Maria et Herbino parlent ladin, une langue inspirée du latin et d'un patois celte qu'on n'entend qu'ici. La famille d'Herbino veille sur ce sanctuaire d'altitude depuis 130 ans. À une époque, on venait ici avec les ânes, avec les sacs sur le dos, comme ça, sur une hotte. Un lieu magique qu'ils partagent avec les touristes. Ce sont eux qui font vivre les habitants. On revient tous les ans. On adore ces montagnes, ces chalets, la nourriture, les habitants. C'est juste l'endroit parfait. Pendant que certains en profitent, d'autres perpétuent les traditions. Anita réalise un costume typique du Sud-Tyrol italien. Comment on dit déjà ? La tracht. Disons que si quelqu'un t'aide à t'habiller, c'est mieux. 70 heures de travail pour l'ensemble. Et attention au code vestimentaire. Les femmes qui ne sont pas mariées le portent de ce côté, pardon, à gauche, alors que celles qui sont mariées le portent à droite. Mieux vaut ne pas se tromper. Ici, les habitants défendent leur héritage, un style de vie. Et ça passe aussi par la cuisine. Au fourneau, Christian. Ça, c'est une pâte à base de farine de seigle. Il y a des œufs, du lait.
Les Nagler ont ouvert un restaurant il y a 30 ans. Et s'il n'y a qu'une recette locale à retenir, c'est celle des tourteresses. On met les épinards et la ricotta. À cause du Covid, pas de clients. Bon appétit. C'est donc la famille qui se régale. Christian a transmis la passion de sa vallée à ses enfants. Ils ont même leur sommet préféré. Celui-ci, on dirait un peu un homme de profil. Il a 2 yeux, le nez et puis la tête. L'homme des Dolomites repose sur ses rochers. Ne reste plus qu'à le saluer. Avant que le soleil ne s'éteigne sur l'Alta Badia, la perle des Alpes italiennes. Ah, les raviolis à la ricotta. Bon, reprenons le cours de ce journal. Comme tous les soirs, c'est l'heure de répondre aux questions que vous nous posez. Et ce soir, elles concernent nos familles et nos proches. Bonsoir, ma chère Alexia Maillère. Bonsoir. Cette question, tout d'abord, elle nous est posée à de multiples reprises cette semaine. C'est logique, c'est les vacances. Est-ce que je peux aller chercher un proche à la gare ou à l'aéroport, j'imagine, après le couvre-feu? Alors oui, Gilles, vous pouvez. Vous l'avez dit, on a déjà répondu à cette question, mais c'est une préoccupation récurrente. Alors, on vous explique tout à nouveau. La personne qui sort de son train doit cocher, regardez la case 7 de l'attestation dérogatoire, celle dédiée aux déplacements de longue distance. Et puis vous pouvez aller chercher votre proche en cochant la case 3, celle des motifs familiaux impérieux. Et oui, la case 3, bien sûr. Deuxième question, puis-je me rendre à un repas de famille en sortant de mon travail, chez mon frère, ma sœur ou ma belle-mère, sachant évidemment qu'ils habitent à une autre adresse que la mienne? Alors, il y a une petite nuance dans la réponse, Gilles. Vous avez le droit d'aller dîner chez un proche en arrivant avant 18h, mais vous serez contraint de dormir sur place afin de respecter le couvre-feu. Quand vous sortez du travail pendant le couvre-feu, là, vous êtes censé quand même rentrer chez vous à l'adresse indiquée sur l'attestation fournie par votre employeur. Enfin, dernière question. Mes parents ont été vaccinés dans leur EHPAD. Est-ce que le protocole sanitaire, ce serait logique, le protocole sanitaire de visite va être assoupli? Alors, pour le moment, non, il n'y a pas d'assouplissement prévu, même s'il est souhaité par le ministère de la Santé, avec qui nous avons échangé. 80% des résidents des EHPAD de France ont souhaité se faire vacciner. Pour le moment, tous n'ont pas reçu leur 2e injection. Il faut donc attendre d'aller le plus loin possible dans la campagne de vaccination avant d'assouplir le protocole sanitaire. Merci beaucoup Alexia pour toutes ces précieuses informations. Et vous pouvez bien sûr continuer à nous poser toutes vos questions pratiques à l'adresse que vous connaissez. Le 20h vous répond @tf1.fr. Juste après ce journal, Elisabeth Martichoux recevra la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, dans son grand entretien. Il sera bien sûr question des cinémas, des théâtres, des musées, des expositions fermées depuis plus de 3 mois. Sur TF1, dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, puis votre série Je te promets. Demain à 13h, Marie-Sophie Lacaro. Je vous retrouve à 19h45 pour l'édition spéciale, à 20h pour votre journal. Excellente soirée à tous. Merci pour votre fidélité. À demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.